J'ai le grand plaisir, et je l'en remercie, de vous présenter Nicolas Revel, qui est le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est l'occasion aussi de remercier François Crémieux, qui est le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui nous rejoindra et qui participera en fin d'après-midi à la conclusion de cette première journée. Donc Nicolas Revel est ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Il est énarque, la promotion Léo Gambetta. Il a tenu assez rapidement des positions importantes à la mairie de Paris auprès de Bernard Delanoë, puis comme secrétaire adjoint à l'Élysée du temps de François Hollande. Il a été directeur de la Caisse centrale d'assurance maladie de 2014 à 2020. Il a été ensuite chef de cabinet de Premier ministre, M. Castex, entre 20 et 2022, et il est depuis 2022 directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il a la réputation d'être d'une grande humanité et d'être aussi un redoutable négociateur, et je crois que ce sont deux qualités, Nicolas, qui vous faisaient candidat idéal pour gouverner cette vieille dame à laquelle on est très attaché, qui est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci infiniment. Bien, merci beaucoup pour cette invitation à donc, se projeter sur ce que pourrait être, devrait être l'hôpital à une échéance, j'ai compris, 10, 20, 30 ans, ce qui est une forme de gageur d'ailleurs pour un directeur d'hôpital que de réussir à se projeter aussi loin, parce qu'aujourd'hui, en fait, le quotidien d'un directeur d'hôpital, c'est surtout de s'occuper des mille et un problèmes du quotidien, puisque c'est ça la réalité du job. Et d'ailleurs, depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi que j'ai le privilège de diriger la PHP, j'étais nommé en juillet 2022, en fait, mon objectif, mon obsession a été non pas tant de me projeter à 10-20 ans, que de chercher à nous sortir d'une forme de dépression qui a frappé d'ailleurs gravement l'hôpital, qui est entré fragilisé dans la crise Covid, ça a été parfaitement dit, mais qui a subi dans la foulée du Covid une forme de dépression, de décompensation, avec des départs massifs de professionnels. On a perdu 12% de nos effectifs infirmiers, des fermetures de capacité de soins, nous sommes montés à 20% de lits fermés, des blocs ouverts à seulement 70%, un moral dans les chaussettes, comme on dit, et puis une crise financière qui s'est ajoutée. Donc, me projeter à 5 ans est déjà compliqué pour moi, mais je vais essayer de faire mieux et d'aller un peu plus loin. Je ne suis pas sûr de vous dire des choses très originales, mais je vais m'y essayer. Et comme je ne serai pas forcément là en 2050 pour vérifier si ce que je vous dis est vrai, je vais m'y livrer donc de bon cœur. Voilà. Je vais commencer en effet par quelque chose qui n'est pas très original, mais que j'assume, parce que ça peut sembler relever de l'évidence et donc d'une forme de facilité. C'est que moi, ma première conviction, c'est que je pense que les hôpitaux seront toujours là et bien là en 2040-2050. Je pense que nous aurons besoin d'hôpitaux, même si nos hôpitaux auront, je pense, évolué, j'y reviendrai, dans leur activité, dans leur maillage territorial, peut-être aussi dans leur organisation interne et leur organisation de soins. Pourquoi je commence en disant cela, ce qui peut sembler être un peu une porte ouverte qui est déjà largement ouverte, c'est parce qu'en fait, quand on regarde les années passées, et l'anticipation d'ailleurs de ce qui arrive devant nous, on pourrait déceler quelques éléments pour en douter. Je force un peu le trait, mais quand même. Si on regarde les années 2010-2020, en effet, on peut se dire que dans la manière dont l'hôpital a été traité, piloté, il a probablement été plus regardé comme un problème que comme une solution. L'obsession et le cœur, c'était plutôt d'essayer de réduire son capacitaire. La France étant, et d'ailleurs ça reste vrai, j'y reviendrai, dotée d'un nombre d'établissements et de lits supérieur à ce qu'on observe autour de nous. Et puis de faire subir, en effet, à l'hôpital, une cure de productivité qui a d'ailleurs été forte. Et un récent rapport de l'IGAS et de l'IGF qui a été publié il y a 3 semaines chiffre et évalue
les gains de productivité réalisés à l'hôpital dans la décennie 2010-2020, et en prolongeant d'ailleurs jusqu'en 2022, à un niveau 3 fois supérieur à ce qui a été constaté sur l'ensemble de l'économie française. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé depuis le Covid, l'évolution est très paradoxale en réalité. Parce qu'en effet, les pouvoirs publics ont voulu venir en soutien de l'hôpital de trois manières. D'abord, la revalorisation des salaires, qui a été très importante en fait. C'est à peu près 15% en moyenne de revalorisation des salaires à l'hôpital quand on prend les mesures Ségur et une série de mesures qui ont suivi dans les 2 années suivantes. C'est ensuite une recapitalisation importante avec une reprise de dette très significative. Et puis, c'est ensuite un grand plan de soutien à l'investissement hospitalier dont les hôpitaux avaient besoin. Et quand on regarde où nous sommes aujourd'hui en 2024-2025, le paradoxe, quel est-il? C'est que nous restons en réalité dans une situation très fragile, puisque tout simplement aujourd'hui, le déficit hospitalier, qui a atteint en 2024 2,8 milliards, se situe à un niveau qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire des hôpitaux français. Nous étions, avant la crise Covid, quand vous parliez d'un déficit, nous étions à 600 millions de déficit. Nous sommes aujourd'hui à 2,8 milliards. Et maintenant, si on regarde devant nous, on voit en fait que le sujet numéro 1 auquel notre système de santé va devoir répondre, c'est celui du grand défi du vieillissement et du développement des pathologies chroniques. Et donc, on y reviendra, du virage de la prévention. Et probablement de l'ambulatoire. Et tout ça se situant quand même bien loin de ce qui constitue le cœur des missions, des activités historiques des hôpitaux. Et pourtant, je suis convaincu que nos hôpitaux seront probablement moins nombreux, je vais y revenir, comprendront peut-être un peu moins de lits d'hospitalisation conventionnelle, mais resteront centraux dans l'organisation des prises en charge, à la fois en termes d'expertise, d'accessibilité et d'innovation. Et y compris d'ailleurs dans la réponse aux grands défis du vieillissement de la population et du développement des pathologies chroniques, et donc des nouvelles réponses à inventer pour répondre aux enjeux de prise en charge, de parcours de soins et de prévention. Et pour aller un peu plus loin, je voudrais poser 4 convictions. La première, c'est que la médecine de demain sera de plus en plus technique et spécialisée. Et seul l'hôpital sera, je pense, en capacité d'offrir un niveau de concentration d'expertise et un éventail d'expertise suffisamment large pour pouvoir traiter de ces questions, et y compris d'ailleurs quand je parle de spécialisation, aussi du sujet de la polypathologie, du sujet âgé qui pourrait donner le sentiment d'être justement l'antidote de la spécialisation. Deuxième conviction, il n'y a à mon sens que l'hôpital public qui sera réellement en capacité d'assurer la permanence des soins et l'accès aux soins à tarifs opposables dans ce pays. Mais ça supposera évidemment de fortement investir, j'y reviendrai, dans les conditions d'exercice des professionnels si nous voulons les attirer et les conserver dans nos établissements. Troisième conviction, l'hôpital jouera un rôle clé dans le virage de la prévention, notamment tertiaire, et de l'invention d'un modèle de prise en charge des patients chroniques qui passera de plus en plus par du suivi en temps réel et à domicile, et pas forcément par de l'hospitalisation. Et quatrième conviction, enfin, pour pouvoir faire tout cela, le modèle devra s'adapter sur beaucoup de plans, qu'il s'agisse de son format, de son implantation territoriale, de ses organisations de soins, des conditions d'exercice proposées aux professionnels, probablement aussi de sujets de gouvernance interne, et enfin de sa capacité à porter une dynamique de recherche et d'innovation qui soit au niveau de ce qu'on observe d'ailleurs autour de nous, en Europe et dans le monde, avec un risque qu'Alain Fischer a décrit de forme de décrochage. Voilà, je voudrais reprendre maintenant ces différents points en distinguant autour de 3 grands enjeux, autour desquels il me semble que nous devons réfléchir à ce que pourrait être le modèle hospitalier de demain. D'abord celui du format et des types de prise en charge. Ensuite, la question des conditions dans lesquelles on travaille et on exerce à l'hôpital. Et enfin, la question de l'innovation et de la recherche. Premier donc grand enjeu, celui du format hospitalier, avec la conviction que nos hôpitaux devront évoluer vers un format à la fois plus concentré en termes d'implantation, moins intensif en termes de prise en charge et davantage tourné vers la prévention qu'ils ne le sont aujourd'hui. D'abord plus concentré
au sens du nombre d'implantations. Je pense que si nous voulons assurer demain de bonnes prises en charge hospitalières, nous devrons réduire le nombre de nos établissements en France. Nous avons un maillage qui est trop important, en tout cas aujourd'hui, et beaucoup plus important que dans les pays européens autour de nous. Nous avons près 45 hôpitaux par million d'habitants en France, et j'inclus là les cliniques, bien sûr, et pas seulement les établissements publics, contre 36 en Allemagne. Alors la Belgique, c'est un peu moins, mais c'est un pays beaucoup plus dense. Ça se traduit à la fois par un plus grand nombre de lits d'hospitalisation chez nos voisins, avec d'ailleurs un ratio 2 fois plus important qu'en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark et en Grande-Bretagne. Mais cela se traduit surtout par un nombre trop important de petits établissements médico-chirurgicaux dont l'activité n'est pas suffisante pour garantir à la fois un niveau acceptable de sécurité, de qualité, mais aussi une réalité de la permanence des soins. Tout ceci, d'ailleurs, est documenté par de très nombreuses études qui démontrent le lien entre niveau d'activité, niveau de spécialisation et qualité des prises en charge, mais aussi, d'ailleurs, attractivité médicale et capacité à investir. Mais cette question reste en France une question très radioactive, ce qui se traduit d'ailleurs par des seuils d'autorisation sur beaucoup d'activités chirurgicales qui, même si elles ont été relevées récemment dans le champ de la cancérologie, restent très en deçà de ce qu'on observe autour de nous. Ça s'est aussi traduit par un vote à l'Assemblée traitant un moratoire sur les fermetures de maternités en deçà de 300 accouchements par an. Pour autant, moi j'ai le sentiment que cette position n'est pas tenable dans la durée. Premièrement, nous irons, à mon sens, vers toujours plus de spécialisation et même d'hyperspécialisation au sein des différentes disciplines. Et deuxième élément, je pense que les jeunes générations de médecins, comme d'ailleurs les actuels, qui sortent de leurs études et qui sortiront demain plus nombreux d'ailleurs dans leurs études médicales, auront de plus en plus tendance à exercer dans des structures robustes, dotées d'effectifs suffisants, de plateaux techniques modernes et donc situés dans les grands centres hospitaliers et donc plutôt dans les grandes villes. Alors, je précise que ce que je dis là, d'ailleurs, s'applique en réalité plus aux spécialistes qu'aux généralistes. Car les médecins généralistes, je pense, ont et conserveront une certaine propension à se répartir sur les territoires. Je pense que c'est beaucoup moins vrai des spécialistes, à la fois pour de bonnes raisons, qui est l'accès à des plateaux techniques de plus en plus lourds et importants, et pour de moins bonnes, qui est le fait qu'aujourd'hui, l'attrait du secteur 2 est un élément qui, évidemment, oriente très largement les lieux et les choix d'installation. Je pense que c'est donc au-delà de la question du secteur 2, mais qui ne s'applique pas normalement à l'hôpital, ce sont des raisons de fond qui vont durer et qu'il y a là une tendance qu'il faut accepter dès lors que, évidemment, on l'accompagne. Et qu'est-ce que j'entends par accompagner ? C'est-à-dire que ça ne peut s'envisager que si on est capable de mettre en face des dispositifs de projection territoriale qui évitent de laisser des territoires sans accès aux soins spécialisés, j'insiste sur spécialisés, sauf à aller évidemment consulter au CHU ou un très gros CHG, mais probablement parfois très loin de chez soi. Aujourd'hui, quand vous fermez, et on le fait rarement en réalité, un bout d'hôpital sur une spécialité médico-technique ou médico-chirurgicale critique, on y implante, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un EHPAD, un SMR gériatrique, parfois un petit centre, un petit hôpital de proximité avec de la médecine polyvalente. Tout ça est très utile et très important. Mais je pense qu'il faudra demain faire plus et proposer dans ces structures de proximité des consultations avancées dans des spécialités de premier recours, en obligeant, je ne dis pas en incitant, en obligeant les médecins, à la fois hospitaliers et libéraux, qui exercent donc en secteur 2, à venir y faire des consultations à raison de 2 jours, 3 jours par mois, dans des conditions un peu strictement encadrées. Je crois beaucoup à cette évolution des choses, plus qu'à la coercition sur les lieux principaux d'exercice, qui me paraissent être à la fois compliqués et parfois même illégitimes. La deuxième grande évolution du format hospitalier portera sur le rattrapage d'une forme de retard qui perdure sur le virage ambulatoire. Oui, le taux de séjour hospitalier sans nuitée
aussi bien en chirurgie qu'en médecine, a objectivement progressé au cours des 15 dernières années, mais il reste très en deçà de ce qu'on observe dans les pays voisins, avec d'ailleurs de très fortes disparités entre le public et le privé. C'est beaucoup plus développé dans le privé que dans le public, aussi parce que le case mix de ces établissements privés le permet davantage. Et je pense que nous nous pourrons faire beaucoup plus aujourd'hui déjà, et encore plus demain, par des évolutions de prise en charge, de techniques de prise en charge qui nous y amèneront. Ça suppose évidemment, je le dis, d'adopter un modèle économique de la chirurgie et de la médecine ambulatoire qui aujourd'hui n'existe pas, au sens où ces activités sont en réalité sous-valorisées, et que fondamentalement un hôpital construit sa capacité de financement de ses investissements sur son activité conventionnelle et pas du tout en réalité sur son activité ambulatoire. Et la troisième grande évolution, toujours sur cette notion de format, c'est, j'y reviens, d'aller plus loin que le virage ambulatoire pour investir celui de la prévention, notamment tertiaire, lié au suivi des patients chroniques. Je pense que notre système de santé, qui est affronté à des vrais enjeux de soutenabilité, au regard de ce que sera l'augmentation des besoins dans les décennies à venir, avec le vieillissement et le développement de l'incidence des grandes pathologies chroniques, n'arrivera à relever ce défi, et donc de sortir d'une forme de régulation comptable prix-volume que vous évoquez, que si elle parvient à réellement se saisir des enjeux de prévention, bien sûr primaires, sur les facteurs de risque, secondaires sur le dépistage, mais tertiaires sur la prise en charge de ce qui est aujourd'hui déjà 25 millions de patients chroniques dans ce pays, bien plus que les patients en ALD, et demain c'est 2035, dans 10 ans, non plus 25, mais 30 millions attendus quand on projette de patients chroniques. Et on voit bien que notre système aujourd'hui n'est pas pensé pour ça. Il est fondamentalement aujourd'hui, et d'ailleurs il reste performant pour assurer des prises en charge aiguës, mais pas tant pour organiser un suivi au long cours de patients chroniques, tout simplement dans le seul objectif de les stabiliser et de faire en sorte qu'ils soient les moins consommants de soins lourds, aigus, et qu'on les voit le moins possible arriver aux urgences en catastrophe dans des situations de décompensation avancée. C'est ça, c'est le quotidien des hôpitaux. Aujourd'hui, notre système a pensé le suivi autour des consultations. On reconvoque les patients chez un médecin généraliste ou parfois chez un spécialiste tous les X mois. Voilà. Je pense que c'est très bien de le faire, mais que ça ne correspond plus à ce que permettent aujourd'hui les outils qui se sont développés maintenant depuis une petite dizaine d'années, outils numériques fondés sur la télésurveillance, les données connectées, mais aussi les capacités à créer des organisations de soins, des coordinations de soins, de la délégation de tâches entre médecins et paramédicaux. Bien sûr, demain, j'y reviendrai, l'intelligence artificielle. On a de nombreuses expériences qui aujourd'hui ont été réalisées dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 51, qui ont permis de démontrer que ces organisations de soins, qui sont assez légères en réalité, peu coûteuses, permettent d'éviter de très nombreuses hospitalisations et donc de peser favorablement sur l'état de santé et le niveau de la dépense de santé. Le problème, c'est que ces solutions, ces organisations n'existent pas suffisamment, ne peuvent pas aujourd'hui se déployer à l'échelle où elles devraient se déployer. Un, parce que nous sommes dans un système encore très cloisonné entre la ville et l'hôpital, et deuxièmement, parce qu'il n'existe pas de modèle de financement de ces prises en charge en dehors des cadres qui s'appellent consultation, HDJ, hospitalisation conventionnelle. On pourrait se dire que ce n'est pas le rôle de l'hôpital de se saisir de ça, et qu'après tout, c'est surtout fondamentalement aux soins primaires, aux médecins généralistes et à l'ensemble des paramédicaux de ville que d'être en première ligne du suivi des patients chroniques, ce qui d'ailleurs en soi est tout à fait exact, mais je pense que pour y parvenir, nous aurons besoin en fait de tout le monde, des médecins généralistes, des infirmiers libéraux, des pharmaciens, mais aussi des établissements hospitaliers qui pourront, et seuls eux pourront apporter à la fois leur capacité d'organisation, parce que ce sont des plateformes qu'il faut mettre en place, et surtout leur expertise médicale spécialisée. Bref, il faudra travailler ensemble, et je suis convaincu que notre système, en réalité, ne prendra ce virage de la prévention tertiaire que si les hôpitaux s'y engagent.
Deuxième grand enjeu, pour que l'hôpital réponde demain à ses missions, il devra réussir à attirer et conserver suffisamment de professionnels dans les bons métiers et les bonnes disciplines. Et ça suppose que l'hôpital en crée les conditions mieux que nous le faisons aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que les hôpitaux avaient subi un trou d'air en termes de vocation après la crise Covid. Nous sommes en train de surmonter cela. Nous reconstituons nos effectifs après 3 années d'efforts. Mais mon sentiment, c'est que ce n'est pas qu'un trou d'air. C'est-à-dire que nous sommes face à des enjeux d'attractivité et de fidélisation qui sont des sujets de long terme. Il y a 20 ou 30 ans, une infirmière qui rentrait à la paix partait du principe qu'elle y ferait toute sa carrière. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus le cas. Un jeune médecin qui embrassait la carrière hospitalière rêvait de devenir PUPH et chef de service. Je crois que c'est en train d'évoluer, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et je n'ai pas ici, j'aurais pas le temps d'approfondir tous les facteurs qui sont venus modifier la donne, mais la donne change en réalité, et je ne pense pas que le modèle libéral d'ailleurs, je ne pense pas d'ailleurs que le modèle libéral soit notre principal, entre guillemets, concurrent. Le secteur 2 est un facteur d'attractivité, mais on voit bien qu'en fait, notre concurrent peut être l'exercice libéral dans certaines spécialités qui atteignent des hauts niveaux de rémunération en secteur 2, mais nous sommes aussi concurrencés par d'autres modalités d'exercice salarié, que ce soit l'intérim, modestement, mais aussi d'autres formes pour des médecins et des paramédicaux d'exercice dans des structures beaucoup plus protégées en termes de suggestion, de temps de travail, qu'on ne l'est quand on travaille à l'hôpital. Et donc j'en tire quelques conclusions. La première, c'est que cette question quand même de l'équilibre des conditions d'exercice et de cet équilibre entre les sujets de temps de travail, de suggestion liés aux gardes et astreintes et en contrepartie des niveaux de rémunération qu'on peut obtenir à l'hôpital vont rester des sujets sur lesquels on devra rester très attentif dans les années à venir, parce que la vocation ne suffira pas. La deuxième, c'est que nous devons repenser les parcours professionnels à l'hôpital pour donner plus de raisons aux soignants de s'y engager durablement. Ça veut dire notamment, et là je parle des paramédicaux, mieux reconnaître le développement des compétences des paramédicaux, qui doivent pouvoir retrouver une forme, je dirais, de capacité de progression, pas uniquement en devenant cadre de santé, mais aussi en étant reconnus dans leur expertise. Nous devons retrouver de la spécialisation, la reconnaissance de la spécialisation qui a été supprimée dans les formations initiales de paramédicaux, et pas uniquement en devenant, accédant à des diplômes de Bac+5, IPA, IAD ou IBOD. Il faut pouvoir, sur des infirmières cliniciennes, pouvoir reconnaître quand on se spécialise en cancérologie, en psychiatrie, en gériatrie, pour avoir des formes de reconnaissance au cours de carrière, et avec tout ce que ça peut impliquer ensuite de délégation de tâches et de reconnaissance salariale. Le troisième est que les sujets de collectif, d'ambiance de travail, de respect des personnes, de lutte contre les formes de harcèlement et de violence au travail deviennent des sujets fondamentaux à l'hôpital. L'hôpital est un lieu qui est historiquement et culturellement rude, parce que prendre en charge des malades, c'est rude, mais aussi parce que les relations humaines y ont toujours été très rudes. Et c'était admis, c'était accepté, et ça ne l'est plus en réalité. Et je peux vous dire que le directeur général de la paix que je suis passe un temps mais incroyable à se saisir de situations particulières dans tel ou tel service, avec des conflits, de la souffrance au travail. Et je pense que nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre ce sujet à bras le corps. Il y a encore du chemin, on le fait d'ailleurs, on s'en saisit beaucoup, mais voilà, et ça, ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler au fond, et ça c'est pas qu'un sujet de directeur, c'est un sujet qui implique toute la communauté médico-soignante et dans la diversité des métiers. Je pense qu'en effet, ensuite, sur la manière dont l'hôpital fonctionne, j'aurai pas le temps de le développer, mais on pourrait revenir dans les questions, je pense que de réussir à installer une qualité de dialogue entre les grands acteurs de l'hôpital, les directions, la communauté médicale, les médecins et les paramédicaux. Voilà. Faire vivre à la fois des pôles, on y reviendra, qui
n'existe pas qu'en France, hein, dans tous les grands pays, y compris là où il y a des boards, il y a des pôles dans la gouvernance interne des établissements. Mais faire vivre le service et de retrouver une place pour les services est un élément clé, parce que le service, c'est quand même la maille d'identification des professionnels. Ils savent qu'ils travaillent non pas dans un pôle, mais ils travaillent dans un service au sein d'un hôpital. Et donc, si on n'arrive pas à attraper cette réalité-là, je pense qu'on brouille les repères et on crée une forme de sentiment de gestion anonyme qui n'est pas bonne. Quatrième point, mais très vite, on n'a aussi pas uniquement besoin de médecins et de soignants à l'hôpital. On a aussi besoin de beaucoup d'autres métiers qu'on appelle les fonctions support et qui sont souvent considérés comme de la mauvaise graisse administrative, avec parfois des chiffres invraisemblables qui sont faux. Mais on a besoin de secrétaire médical, on a besoin d'assistante sociale, on a besoin de tech, d'arc, on a besoin de support informatique, on a besoin voilà. Et tout ça existe et doit être absolument considéré, et non pas considéré comme une dépense non médicale ou un emploi non médico-soignant. Troisième et dernier enjeu, je termine, c'est celui de l'innovation et des conditions pour la développer davantage, mais aussi la maîtriser. L'innovation, c'est bien sûr voilà, le vecteur absolu de ce qui fait que la médecine progresse. C'est une tautologie. Et selon les époques, cette innovation a parfois été spectaculaire, parfois moins d'ailleurs, avec parfois un écart entre les promesses et les réalités. Mais là où nous avons vécu des années, où nous avons eu des avancées un peu incrémentales, ponctuelles, sur telle classe thérapeutique, tel médicament, ou dans le champ de la robotique, ou de l'imagerie, où on a des améliorations incrémentales qui se prolongent, on voit que nous entrons dans une phase un peu différente, où l'innovation va s'inscrire dans une approche plus systémique, par l'effet de deux phénomènes. D'une part, l'émergence d'une médecine plus personnalisée, portée par le développement hyper rapide des capacités de séquençage et des progrès de la biologie. Et puis, deuxième élément, notre capacité à mobiliser des données massives et bien sûr de les analyser à partir de l'IA. Et tout ça, ça crée une vraie double révolution qui, couplée à d'autres innovations dans le champ des thérapies géniques ou cellulaires ou de la radiologie interventionnelle, va conduire à trois conséquences. Premièrement, l'hôpital, j'y reviens, sera au cœur du développement et du déploiement, il l'a toujours été, mais il le restera, de ces innovations qui nécessitent des infrastructures, des compétences humaines, des expertises, des capacités de recherche, j'y reviendrai, et un haut niveau de spécialisation clinique. Deuxième conséquence, je crois que le modèle hospitalo-universitaire constitue bel et bien un modèle d'avenir, non pas forcément dans la dualité statutaire entre les praticiens hospitaliers et les hospitalo-universitaires, parce que moi je vois de plus en plus de PH qui font de la recherche, veulent faire de la recherche et n'ont pas forcément envie d'embrasser une carrière hospitalo-universitaire, mais surtout dans la capacité de ce modèle à pouvoir faire vivre dans un même site de l'excellence clinique et de l'excellence scientifique, avec un lien étroit. Moi, je ne le vis pas forcément comme un cloisonnement entre la clinique, l'université et des ONR. Parce qu'en fait, quand vous regardez nos grands médecins investigateurs, ils sont les trois à la fois. Ils sont dans l'unité INSERM, mais ils en sont souvent les chefs, les responsables. Unité INSERM qui sont le plus souvent dans nos murs. Et comme je le dis souvent, quand j'écris un PUPH de l'AP, j'ai souvent 3 adresses mail. Son adresse INSERM, son adresse AP, son adresse universitaire. Bien sûr qu'il y a des sujets, parce qu'il y a du cloisonnement et qu'il faut réussir à faire en sorte que les choses soient plus fluides sur des sujets RH, de data, d'échantillons et de contractualisation. Mais c'est une chance d'avoir un regroupement. Et on sera un peu condamné à vivre avec des universités, des CHU et des INSERM. Et puis après, on peut évidemment projeter le modèle de la recherche différemment demain. Dernière conséquence, tout ça a un coût. Et il suppose que nos structures aient les moyens d'investir dans la recherche et l'innovation, à la fois en termes d'équipements médicaux, mais aussi en termes d'effectifs, de personnel, d'entrepôts de données de santé, de plateformes de recherche, de séquenceurs whole génome, et bien sûr dans le développement des solutions d'IA. Et cette question du financement est évidemment clé. Ça renvoie d'ailleurs à un sujet économique dont je pose juste ici le constat qu'il n'est pas aujourd'hui réglé. Je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui très, très déficitaires avec
des vraies tensions sur nos délais de paiement et encore plus sur notre capacité à projeter des grands programmes d'investissement. Ça renvoie enfin, je termine, sur 2 sujets. Celui de notre capacité à nous engager dans cette nouvelle ère d'innovation en parvenant à maîtriser les conditions de son déploiement. Et je pense à l'enjeu de l'intelligence artificielle. Et je voudrais conclure sur ce point. L'IA va représenter demain un potentiel de progrès médical absolument exceptionnel. Certains nous disent que tout va être révolutionné dans les 2 ans. Je ne sais jamais 2 ans, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on nous dit. Mais je suis assez convaincu que d'ici 5-10 ans, l'IA sera partout ou presque dans nos processus de soins. Avec quand même 2 risques. Il y a tout le côté positif évident des progrès que cela permettra, mais quand même 2 risques dont on doit impérativement se saisir si nous voulons rester dans une logique de progrès durable. Le premier, c'est la dépendance technologique et économique. Si l'on se dit que l'IA s'intégrera en fait dans le quotidien des hôpitaux, nous devrons veiller à ne pas laisser s'installer une forme de dépendance à des acteurs privés qui, par leur maîtrise des algorithmes, qui seront de plus en plus sophistiqués, et pas forcément si substituables que cela, et dont nos professionnels ne pourront de moins en moins se passer dans leur quotidien, nous serons placés dès lors dans une position de dépendance technique et de grande vulnérabilité économique, car c'est un coût qui aujourd'hui n'existe pas et qui demain existera, et dès lors que se créent des oligopoles, peut-être pas des monopoles, le risque financier peut être majeur. De l'intérêt de développer nos propres algorithmes et d'essayer autant que faire se peut de pouvoir nous-mêmes peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais de pouvoir nous-mêmes s'autonomiser, et nous avons de quoi, avec les entrepôts et les talents que nous avons, essayer de faire ça. Et le deuxième risque concerne la manière dont nos médecins exerceront la médecine d'ici 20 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, avec un risque de déqualification que nous ne devons pas ignorer et qu'il faut impérativement anticiper et même essayer de contrecarrer, parce qu'en poussant un peu la caricature, nos futurs médecins comprendront-ils toujours les décisions qui leur seront suggérées par l'IA, et sauront-ils se passer de l'IA le jour où elle ne serait pas disponible? Et ça me semble, cette question-là constitue un enjeu majeur sur comment aujourd'hui on pense la formation et ensuite l'exercice des métiers dans nos établissements. Voilà, je conclus finalement par 2 idées. Nos hôpitaux, rassurons-nous, ont un très bel avenir devant eux, mais à la condition de ne pas rester figés, de savoir attirer, de ne pas s'isoler du reste du système de santé, et surtout de convaincre que pour faire tout ça, ils doivent être soutenus. Et ça suppose, deuxième point, une stratégie, une vision, un cap, qui est aujourd'hui, malheureusement, je pense, ce dont nous avons le plus urgemment besoin. Merci beaucoup.